Bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'un thème extrêmement différent, puisque je vais vous parler de la communication engageante, qui est un nouveau paradigme qui renouvelle la manière de conduire des projets de communication, de concevoir des campagnes de communication, qui est appliqué dans un ensemble de domaines, le domaine du marketing, du management, de la sécurité au travail, de l'environnement, de la santé et d'autres secteurs d'application. Alors, la recherche. Donc, je suis un chercheur, professeur des universités, donc je vais vous proposer une perspective académique, mais j'espère surtout pouvoir vous montrer que la recherche, parce qu'elle elle fournit des clés pour mieux penser certaines situations de la vie, les situations que nous rencontrons tous les jours, plusieurs fois par jour, a une utilité sociétale très forte et que par ailleurs, elle peut être également très pertinente pour résoudre des problèmes que nous rencontrons dans la cité. La communication engageante propose une perspective, alors très souvent, je vais dire les choses autrement, très souvent dans nos activités de recherche, notre mission c'est de produire des savoirs, hein, on va dire les choses comme ça, pour aller vite, c'est de produire des savoirs. Et lorsque l'on regarde cette production de savoirs, on se rend compte en réalité que bien souvent ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont contre-intuitifs, c'est-à-dire qu'ils sont en rupture avec le sens commun, ce qui fait bon sens, voilà. Alors dans le domaine de la communication, c'est difficile, hein, parce que tout le monde communique, la communication est généralisée, chacun pense à sa manière, et à juste titre d'ailleurs, avoir une expérience en communication. Je vais donc vous proposer un cadre qui est à la fois un cadre théorique, méthodologique et très pratique, qui qui bouscule un présupposé, le vôtre, le mien, avant que je réfléchisse à ces questions dans le cadre de la communication engageante, présupposé très largement partagé, selon lequel les idées mènent aux actes. Bon, vous êtes tous persuadés que quand on veut inviter, initier un changement, que ce soit un changement dans la vie privée, un changement dans la vie professionnelle, un changement dans la sphère publique, eh bien, il suffit, ça n'est pas simple, mais la voie dominante, c'est de convaincre, de persuader, de modifier des représentations, d'argumenter, d'informer, de sensibiliser. Eh bien, je vais vous montrer que malheureusement, ça n'est pas si simple. Et que bien souvent, informer, sensibiliser, ça permet effectivement d'avoir des effets sur les représentations mentales, sociales, des sujets sociaux, des individus. Ça permet de modifier des idées, de modifier des opinions, mais dès lors que l'on vise, et c'est l'intérêt de ce que je souhaite vous présenter, que l'on vise des changements en actes, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune relation directe, mécanique, entre les idées et les actes. Alors évidemment, je bouscule là un présupposé qui nous vient de Platon, de la philosophie antique, et qui est extrêmement présent dans nos cultures occidentales notamment. Alors je vais prendre un exemple qui s'inspire des travaux qui ont été conduits aux États-Unis, donc des recherches longitudinales, avec des financements importants, des recherches comme les Américains savants financés, qui ont été conduites par un de nos collègues qui s'appelle Peterson et son équipe, et qui portent sur les comportements tabagiques des jeunes Américains. Peterson a travaillé selon une méthode expérimentale dans une longue durée, donc des jeunes Américains entre 8 ans et 17 ans, environ donc 10 ans, deux populations de jeunes Américains, une population dans notre jargon expérimental contrôle, donc un groupe de jeunes Américains qui vivent dans la société américaine telle qu'elle est, c'est-à-dire qui sont en contact avec des fumeurs, avec des non-fumeurs, avec des militants contre la cigarette, avec des hédonistes de la cigarette, bon voilà, et qui entendent un tas de choses sur le tabac, contre le tabac, etc. Donc des jeunes Américains.
Donc un suivi de cette population contrôle, et puis par ailleurs une population, un groupe dit expérimental, qui va suivre plus de 65 séances de sensibilisation concernant les méfaits du tabac. Donc des séances de sensibilisation proposées par des experts, des personnes extrêmement compétentes, qui prennent en compte tout ce que l'on sait dans le domaine de la sensibilisation, qui font témoigner des experts médicaux, des sociologues, des psychologues, bon, etc., qui font jouer à la fois des réflexes de peur, hein, l'heuristique de la peur, qui font jouer également des perspectives fondées davantage sur la séduction, le divertissement, etc. Bon, un ensemble de séances de sensibilisation. Alors, au bout du compte, excusez-moi, je vais aller très vite, hein, je passe le protocole, etc., qui est extrêmement rigoureux. C'est une des nombreuses études de référence aux États-Unis considérées comme extrêmement sérieuses scientifiquement. Au bout du compte, ce qui va nous intéresser dans notre propos ici, c'est que la propension des jeunes Américains dans les deux groupes à fumer à l'âge de 17 ans est strictement la même. Entre ceux qui ont suivi 68 séances de sensibilisation et ceux qui ont vécu dans la société américaine telle qu'elle est. Alors il y a quand même une nuance extrêmement importante, c'est que ceux qui ont été fortement sensibilisés sont incollables en ce qui concerne les méfaits du tabac. Ils connaissent tous les inconvénients qu'il y a à fumer. Mais il n'empêche que la proportion de fumeurs est exactement la même. Alors cette étude, comme bien d'autres, nous montre une fois de plus, en prenant la suite de travaux qui avaient été initiés dans les années 40 par Kurt Lewin sur des problématiques de changement des comportements alimentaires aux États-Unis à une période de pénurie dans la dynamique de l'après-guerre, nous montre que la relation entre nos bonnes idées et nos pratiques, eh bien, n'est pas un chemin direct, mécanique, naturel, entre guillemets. Donc, dès lors que l'on s'intéresse à la question du changement en acte, et c'est ce qui m'intéresse pour les questions d'environnement, nous devons changer de culture, nous devons changer de comportement, nous devons changer de pratique. Également pour la question du trou de la sécurité sociale, si nous avions une santé davantage organisée autour des enjeux de la prévention, hein, bien se nourrir, bouger, prendre soin de soi, eh bien évidemment, peut-être que les choses iraient différemment. Or, notre système de santé est moins basé sur la prévention que sur la cure. Nous allons voir le médecin quand nous sommes malades. Je passe là-dessus. Donc, je fais partie des chercheurs. Donc, l'objet de recherche, c'est les problématiques du changement en acte dans des situations de communication. Alors, nous avons pris une voie qui participe de ce que l'on appelle dans mon métier d'une logique interdisciplinaire, c'est-à-dire que nous travaillons main dans la main, moi en sciences de l'information et de la communication, pour vous citer un exemple, et mes collègues dans un champ voisin et ami, celui de la psychologie sociale. Nous avons ensemble essayé de mieux comprendre cette question du passage des idées aux actes, à la fois de manière théorique et de manière pratique appliquée. Donc nous avons proposé ce nouveau paradigme de la communication engageante en prenant appui sur des travaux que je vous invite à découvrir dans un ouvrage qui est un ouvrage au titre provocateur, le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, publié aux presses universitaires de Grenoble avec deux auteurs qui sont des directeurs de recherche à l'université, directeurs de laboratoire, ou qui ont été directeurs de laboratoire, donc Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, un ouvrage qui vous mettra en contact avec le cœur de cette pensée. Alors, que nous disent ces auteurs et comment nous l'utilisons en communication? Eh bien, ils nous montrent qu'en réalité, bien souvent, nos comportements du présent sont liés aux comportements que nous avons eus antérieurement. Autrement dit, nous sommes en quelque sorte inconsciemment prisonniers des cours d'action antérieurs qui continuent à inspirer nos comportements du moment et du présent. Ça, c'est un premier point qui est particulièrement intéressant. Deuxièmement, il nous montre que beaucoup de nos cognitions, de nos pensées, sont issues de nos logiques d'action. Par exemple, la rationalisation en acte
par exemple la question de l'identification de l'action. Alors, dans ce domaine, nous avons mesuré, dans des travaux de recherche à grande échelle, dans ce qu'on appelle le milieu naturel, hein, c'est-à-dire ce que les journalistes appellent les vrais gens dans des situations de la vie sociale, nous avons mesuré l'intérêt d'avoir recours à ce cadre théorique et méthodologique. Je vais citer une expérimentation pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Donc Robert Vincent Joule, avec ses étudiants, il y a quelques années, c'est une expérimentation canonique, s'est livré à l'expérimentation suivante. Dans les rues d'Aix, vous savez qu'à Aix-en-Provence, tout comme à Toulon, tout comme à Marseille, il n'y a que des honnêtes gens, bien évidemment. Dans les rues d'Aix, donc, une petite rue, un passant, qui est en fait un complice de l'expérimentation, laisse tomber devant un autre passant un billet. Bon. Alors l'expérience a été faite au temps des francs, au temps des euros, hein, un billet de 10 euros, vous voyez, une petite chose. Bon, un billet de 10 euros, bien. Et on observe quels sont les comportements de la personne qui est derrière, il n'y a aucune ambiguïté pour elle, la personne a bien vu que le billet est tombé de la poche de cette personne. Très bien. Et on observe, mais vraiment, je peux témoigner, hein, je vis à Aix-en-Provence, il n'y a que des gens honnêtes à Aix-en-Provence, seulement 20% des gens font l'effort de rattraper, en accélérant un petit peu le pas, la personne qui vient de perdre son billet. Beaucoup d'autres regardent l'objet, on regarde un petit peu autour, le ramasse, et puis finalement, marchant lentement, le billet il reste dans la main, voilà, hein, les choses se passent comme ça. 20%, hein, très bien. Robert Vincent Joule, donc, a montré l'influence très forte de ce que l'on appelle l'acte préparatoire, donc un petit acte qui change le cours de l'action. Deuxième étape de l'expérimentation, donc on va demander à un passant, hein, donc un complice expérimentateur, donc un membre de l'expérimentation, demande à un passant, chère madame, voilà, écoutez, je suis depuis très peu de temps à Aix-en-Provence, pourriez-vous avoir la gentillesse de m'indiquer où se trouve le cours Mirabeau? Bien. La personne doit s'arrêter, hein, elle est en train de marcher pour rentrer chez elle, pour aller au travail, bon, elle doit s'arrêter, elle doit prendre quelques minutes pour expliquer donc à un touriste égaré où se trouve le cours Mirabeau. Très bien. Donc, elle rend un service, hein, à cette personne. Et cette personne qui a donné cette explication va vivre la petite expérience que je vous ai racontée il y a 2 minutes. C'est-à-dire qu'elle va être soumise à une situation où un billet de banque tombe de la poche d'une personne devant elle. Et dans ce cas-là, alors l'expérience est faite à une échelle statistique représentative, hein, je vous passe les éléments du protocole là aussi, eh bien, dans ce cas-là, on se rend compte que quand la personne a été placée en situation, quand les personnes ont été placées en situation de rendre un service, 40% d'entre elles rendent le billet de banque, 2 fois plus. Hein, toujours des honnêtes gens, toujours les mêmes, hein, public aléatoire, échantillon aléatoire, etc. Bien. Troisième étape de l'expérience, donc, on va demander, alors vous voyez qu'on ne s'ennuie pas dans le monde de la recherche, on va demander, donc, toujours à un passant dans une rue, on va l'inviter à, toujours un touriste égaré, le complice d'expérimentation, il dit, bon voilà, écoutez, je viens d'arriver à Aix, je n'ai pas mes points de repère, j'étais à Naples hier, vous pouvez m'expliquer où est le cours Mirabeau? Oui, ben écoutez, vous montez, donc vous prenez la première à droite, la première à gauche, et vous y êtes. Et écoutez, bon, je ne maîtrise pas très bien la langue française, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de me mettre dans la bonne direction, de marcher un petit peu avec moi pour bien me montrer? Oui, ben écoutez, voilà. Hein, donc c'est une demande socialement acceptable, qui est très rarement rejetée, hein, sauf pour quelqu'un qui aurait vraiment une urgence particulière, qui ne peut pas consacrer 5 minutes de sa vie à ce type de demande sociale, les personnes acceptent. Et dans ce cas-là, donc les personnes sont soumises, même chose à la petite expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc dans ce cas-là, eh bien, 70% des gens rendent le billet qui est perdu. Vous voyez? Alors que s'est-il passé, hein, si on analyse cette situation? Nous avons fait une demande implicite.
C'est-à-dire, alors évidemment, hein, la personne qui perd le billet de banque n'est pas la personne qui a demandé le petit service hein, sur l'itinéraire. Vous voyez, tout est bien dissocié, le protocole est particulièrement propre, hein, évidemment. Eh bien, nous avons placé les personnes dans une situation où elles ont effectué un acte peu coûteux. Elles ont été amenées à donner un renseignement et à faire quelques pas pour conduire une personne vers le lieu où elle souhaite aller. Un acte peu coûteux, mais néanmoins qui a un petit coût. Très bien. Et à l'occasion de cet acte, la personne produit une identification de l'action, ce que des auteurs qui s'appellent Wegner et Valacher, excusez-moi, je ne vais pas vous donner des références bibliographiques, hein, vous saurez trouver ça si vous le souhaitez, puis vous pouvez rentrer en contact avec moi si vous le souhaitez par la suite, produisent une identification de l'action. C'est-à-dire que lorsque nous agissons, eh bien nous n'arrêtons pas de penser parce que nous agissons. Nous donnons du sens à ce que nous faisons. Mais ce sens est en quelque sorte enchevêtré sur l'action. Et là, en l'occurrence, les personnes ont une image d'elles comme quelqu'un de serviable, de sympa, etc. Donc quelqu'un de serviable et de sympa ne va pas se mettre dans la poche un billet de 10 €. Hein. Cette personne va rendre le billet de 10 €. Voyez-vous? Voilà. Alors, nous avons là les caractéristiques de l'acte préparatoire, un petit acte qui est fait dans une situation d'interaction, hein, donc il y a un caractère public. Le caractère public peut être amplifié, évidemment, hein, notamment quand ça se passe sur Internet et les réseaux sociaux et autres applications numériques. Donc, un petit acte qui a un coût, qui a un caractère public et qui est exercé dans des conditions de liberté. Voilà. Et ce petit acte, qui est appelé acte préparatoire, change tout. Hein. C'est-à-dire qu'une personne qui n'aurait pas été amenée à rendre le billet de banque est amenée à produire un comportement honnête parce qu'elle a une bonne opinion d'elle-même. Voilà. Alors ces travaux, évidemment, qui sont très importants depuis une cinquantaine d'années, il y a une littérature très abondante, très intéressante sur ces questions, nous servent en communication pour, par exemple, sur les plages de Marseille, auprès des plaisanciers en Méditerranée, ce sont des projets de recherche financés, récents, que nous avons conduits, amener les baigneurs, les plaisanciers à être plus respectueux du littoral méditerranéen, à prendre en charge leurs déchets sur les plages, à ne pas jeter l'encre dans les herbiers de Posidonie en Méditerranée, etc., etc. Donc nous montons des campagnes de communication qui amènent les gens à commettre un acte qui ouvre un cours d'action, qui leur donne l'occasion de produire des conditions en termes de rationalisation en acte, en termes d'identification de l'action, et qui permet donc d'initier des dynamiques de changement qui sont particulièrement intéressantes dès lors que l'on traite de questions sociétales, environnementales. Nous avons également des applications dans le domaine de la santé pour amener les gens à tout simplement donner leur sang, au-delà, hein, à être donneurs d'organes, volontaires à l'occasion de leur décès, etc., etc. Donc un ensemble de projets de recherche qui sont financés sur ces questions et qui reposent donc sur ce paradigme de la communication engageante. Alors, on peut être engagé par les idées, bien sûr, hein, mais dès lors que l'on vise la question des actes et des comportements, il est extrêmement important de proposer des formes d'engagement en acte à nos partenaires dans la vie professionnelle, dans la vie familiale et dans la vie publique de manière générale. Voilà. Alors ces travaux sont également actuellement utilisés sur des thématiques qui ont à voir avec la citoyenneté, avec le fait d'aller voter plutôt que de pratiquer le non-vote, etc., etc. Donc les domaines d'application sont extrêmement variés. Donc la communication engageante est un cadre qui bouscule les idées que l'on applique traditionnellement en communication, où l'on fait porter les efforts sur le niveau sémantique, sémiotique, hein, le texte, l'image, etc., pour regarder, pour intégrer donc, dans la dynamique des projets la question du soubassement comportemental de l'acte
et tous les processus cognitifs, bien évidemment, qui accompagnent cette question de l'action. Alors, je citerai, je ne sais pas très bien où j'en suis dans la gestion du temps. J'ai fini déjà? Bon, écoutez, je m'arrêterai là. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je reste à votre disposition pour la suite.